Bonjour à tous, merci d'être avec nous. N'hésitez pas à venir vous installer à notre stand. On va commencer l'interview de Stan Larocque, qui est une personnalité très impressionnante, spécialiste de la technologie immersive et le fondeur de Lynx. Bonjour Stan. Bonjour. Ça va ? Ça va. Alors, est-ce que tu veux bien commencer par nous expliquer qu'est-ce que c'est Lynx ? C'est très simple, Lynx c'est ça en fait. Nous on fait du hardware et du software et on a conçu un casque qu'on appelle de réalité mixte qui fait la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Et on est les seuls fabricants européens de ce genre de matériel. Donc on est en concurrence avec toutes les grosses boîtes, Facebook, Microsoft, TikTok, Snapchat, tous ceux qui sont venus nous voir aussi d'ailleurs. Et jusqu'à présent, on se concentre sur cette version 1. Et là, on est en train d'en fabriquer plusieurs milliers, en fait. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, la réalité mixte ? Alors, la réalité mixte, c'est l'ensemble des technologies immersives dans un même device. C'est-à-dire que ça fait aussi bien de la réalité virtuelle que de la réalité augmentée. D'où le terme mixte. Voilà. Parce que tu peux faire de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et tout ce qui est entre les deux. Donc, la réalité virtuelle, c'est quand tu mets un casque comme ça sur la tête et que tu es dans un autre monde, tu es dans un film, dans un jeu vidéo. Et vous voyez, il y a 2 grosses caméras, il y a 6 caméras dans le casque, mais il y a 2 grosses caméras qui sont vos yeux en fait, et vous pouvez voir à travers le casque, et c'est là qu'on fait la réalité augmentée. Et donc le terme réalité mixte, c'est pour un peu encompasser les deux. Comment tu as fabriqué ce casque ? Alors comment je l'ai fabriqué ? Alors ça c'est une sacrée histoire qui mérite 1 ou 2 livres, un film avec un documentaire, mais grosso modo, je l'ai conçu pendant le Covid avec une équipe de 20-25 personnes, des petits ingénieurs français qui sont à Paris, dans le 19e arrondissement. Vous êtes les bienvenus, on a tous les jours des gens qui viennent au bureau pour l'essayer, pour discuter avec nous. Et après la fabrication, on a 60 personnes en Asie, à côté de Shanghai et à Taïwan, qui font le manufacturing. Il y a certains composants qui sont faits en France parce que on a une boîte européenne avec certaines valeurs et j'ai ramené la conception en France et je commence à ramener l'assemblage de certains composants aussi en France. Voilà. Et comment tu t'es dit, je vais créer un casque de réalité mixte ? C'était quoi l'intuition de départ ? En fait, l'intuition, elle était à Éthique. Elle était dans l'école que j'ai faite, qui est le stand sur lequel vous êtes tous ici. Dans l'école, j'ai eu accès à un casque de réalité virtuelle que personne n'utilisait, parce qu'à l'époque, c'était Mark Zuckerberg n'avait pas encore dit le mot métaverse, etc. Mais il y avait un casque parmi tout le matériel que l'école peut proposer. Et donc, j'ai pris ce casque pour un projet. Et j'ai commencé à le bidouiller dans ma chambre d'étudiant à Montreuil. Et je l'ai mis sur la tête et je me suis dit, c'est le futur, il faut absolument que je bosse là-dedans. Comme la plupart des gens qui essayent ce genre de matériel dans la technologie. Et je me suis dit, mais c'est dommage, je vois pas à travers le casque. Et donc j'ai rajouté une caméra devant, puis je me suis rendu compte qu'il en fallait 2, parce qu'on a 2 yeux, et pour avoir la profondeur, etc. Et au fur et à mesure, j'ai ajouté tout un tas de capteurs. C'était très très moche, mais ça avait le mérite de marcher. Et il y a des gens qui sont venus me voir en disant mais tu sais ça peut servir vraiment à quelque chose au-delà d'un projet à l'école. Et voilà, avance rapide de 4 ans, c'est une boîte qui vaut 30 millions avec énormément de clients dans la défense, dans des applications militaires, médicales et industrielles, en plus du divertissement. Et donc ça a commencé vraiment à Éthique. Voilà. Oui, c'est très impressionnant ce que tu racontes, notamment aujourd'hui tu as un partenariat avec la PHP, et bientôt des chirurgiens, ou peut-être c'est déjà en cours, vont s'entraîner à faire des opérations grâce à ton casque. Alors voilà, donc dans le médical, on a un laboratoire, ce qu'on appelle un laboratoire public-privé. Donc d'un côté, il y a la PHP, les hôpitaux de Paris et l'INSERM, et de l'autre côté, il y a une entreprise, c'est Lynx, c'est nous, donc une toute petite boîte, et on a ce laboratoire pour faire ce qu'on appelle le cockpit chirurgical. C'est-à-dire comment un chirurgien en fait, peut mettre un casque qui s'apparente à un casque de pilote de chasse pour faire moins d'erreurs, arrêter le cœur d'une personne moins longtemps, etc., etc. Donc ça, c'est en cours. C'est vraiment, en ce moment, à l'hôpital Bichat, vous discutez avec le professeur Nataf ou le professeur Vibert, c'est des choses qui sont très réelles, qui ont un impact bien au-delà d'un ROI économique. Pourquoi c'est important de ne pas laisser la VR aux GAFAM ? Alors... Aujourd'hui, quand vous regardez les gens qui font de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, il y a énormément de studios à Paris qui font des applications, mais en fait, ils achètent un casque chinois ou américain sur étagère
et qui leur prend 20% de revenus à chaque fois. C'est toujours les mêmes acteurs, les mêmes plateformes. Et qui fait des scandales comme Cambridge Analytica, c'est aussi toujours les mêmes. Et donc le but, c'est de proposer vraiment un casque avec un business model qui n'est pas du tout axé sur les données. Mes concurrents vendent leur casque à perte. Et ce que je dis aux gens, c'est que vous achetez pas un casque vendu par Facebook, c'est Facebook qui vous achète. C'est exactement ce qui se passe en fait dans la transaction. Et donc nous, on existe aussi pour permettre une alternative à tout ça. Et il commence à y avoir une prise de conscience sur le fait qu'il va nous falloir, en plus de talent, une plateforme aussi de réalité mixte comme ce que Lynx propose. Quelle est votre politique sur les données personnelles des utilisateurs ? Parce que j'imagine, si en plus tu fais de la chirurgie, c'est des données extrêmement sensibles. Il y a 6 caméras devant le casque. Si on était axé, si on avait le même business model que mes concurrents, c'est-à-dire des boîtes de social media, je pense pas qu'on pourrait mettre notre casque dans un sous-marin nucléaire ou une centrale. Donc avec 6 caméras qui regardent des engins stratégiques. Et donc nous, notre politique, notre business model en fait, qui dirige un peu la politique des données d'une boîte, elle est très différente des social media. C'est-à-dire que nous, tu achètes un casque, il est à toi. On a un business model un peu à l'ancienne, mais ça marche vachement bien. Parce que les gens à qui on vend le casque, pour le moment beaucoup de professionnels, sont prêts à mettre un peu plus d'argent et pas acheter un casque qui est vendu à perte pour contrôler les données et mettre un casque sur la tête sans avoir peur en se disant « Ah, je mets ça sur la tête, ça va comprendre comment je me comporte, ce que je fais, etc. » Ok, je donne ça à Facebook ou à une entreprise chinoise, TikTok, c'est la maison mère, ByteDance, la maison mère de TikTok, est en train de sortir un casque qui inonde l'Europe. Donc on a besoin d'une alternative, on a besoin de cette plateforme Lynx. Et il y a une prise de conscience même au niveau national et européen. Ça y est, on est identifié comme société qui peut proposer une alternative à ce que vous voyez dans les médias avec Meta et compagnie, quoi. D'autant plus que quand on porte ce type de casque, il peut avoir accès à des données personnelles très intimes sur nous. Il peut lire nos émotions à travers notre regard. Ouais. C'est encore plus sensible. En fait, ces casques-là, c'est l'interface homme-machine après le smartphone. Alors ça ne va pas remplacer le smartphone, mais c'est après, et il y a beaucoup plus de capteurs. Il y a des capteurs qui scannent vos mains, il y a des capteurs qui scannent la pièce dans laquelle vous êtes, et il y a des capteurs qui sont tournés vers vous, qui regardent vos yeux, qui regardent votre visage. Et nous, on fait des expériences au bureau à partir des données des yeux. Les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Nous, on l'a vérifié. Et quand je regarde vos yeux, je peux savoir si vous, dans les applications, si vous regardez plutôt les hommes ou les femmes, donc votre préférence sexuelle, à quel point vous clignez des yeux, votre niveau de stress, si vous avez pris de la drogue avant de venir au bureau le matin. Tout ça, on peut le savoir en quelques photos. Et donc, si on veut laisser Meta ou ces sociétés avec ce genre de données, ça va pas être top, ça va vraiment pas être top. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment déjà que les gens en prennent conscience, mais ça c'est très compliqué, mais que le législateur aussi, et c'est un peu mon combat que je porte maintenant depuis 2-3 ans auprès des autorités pour proposer ça. Mais il faut imaginer que Mark Zuckerberg, lui, il fait vraiment des rêves tout mouillés la nuit en pensant à ce genre de données. Voilà, c'est par rapport à tout ce que vous pouvez connaître comme tracking sur Internet, où c'est en 2D, où il y a l'information de notre souris et de ce qu'on like, etc. Quand je commence à savoir ce que vous regardez, ce que vous entendez et ce qui est tourné vers vous, vers l'extérieur, je peux vous faire croire à peu près n'importe quoi. Waouh, ça me glace le sang. Tu parlais tout à l'heure du fait que ton casque intéresse la défense, l'armée. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au-delà d'être un casque avec lequel on peut jouer aux jeux vidéo, en fait, on peut faire aussi du jeu vidéo sérieux, donc de la formation. Et donc, il faut imaginer que entraîner un fantassin à ce qu'on appelle l'intelligence de situation avec un casque comme ça, c'est très précieux. Un exemple très pratique, les jeunes qui ont entre mon âge et le vôtre, qui font Vigipirate actuellement dans nos gares et nos aéroports, ils ne sont pas formés à faire ce qu'ils font. Ils sont formés à faire la guerre, mais ils ne sont pas formés à être dans un milieu extrêmement urbain, extrêmement dense, et à avoir une intelligence de situation pour réagir au bon moment. Ça ne veut pas dire qu'ils font mal leur métier, au contraire. Mais il faut qu'on leur donne des outils pour développer cette intelligence des situations. C'est quoi une intelligence de situation ? Avec un exemple comme ça, comment on développe ça ? C'est on prend 30 soldats dans une station de métro parisienne à 3h du matin. On leur met ce casque sur la tête, le casque s'allume, ils voient la station de métro à travers les caméras et par-dessus, on projette une foule virtuelle. Et là, on déclenche des scénarios de cette foule virtuelle avec un gars qui a peut-être l'air suspect, qui parle dans une autre langue, qui a un comportement un peu erratique, mais en fait tout va bien.
Ou à côté, une femme avec une poussette, et puis elle sort une calage de la poussette, elle commence à arroser tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et donc avec ce genre de casque, on peut permettre aux soldats français et à d'autres armées de s'entraîner face à ce genre de menaces. Et vous imaginez que c'est assez précieux comme type d'entraînement. Donc ça c'est juste un exemple, mais il y en a une tonne avec l'entraînement on fait aussi de l'entraînement de pilotes d'hélicoptères, bientôt de pilotes de chasse. Et puis après l'armée, vous imaginez, là on a 2 caméras couleur pour voir à travers le casque. Changer une caméra, ça va vite. Si vous voulez voir la nuit ou faire d'autres choses, c'est des choses aussi qu'on sait faire. Wow. Est-ce que vous êtes plusieurs acteurs dans ce domaine en France ou est-ce que tu es non, tout seul? on est les seuls en France. Et pendant toute ma carrière, donc c'est 100% de ma carrière professionnelle Lynx, j'ai commencé à Ethic, comme vous Quel avez âge tu as? compris. Là, j'ai 28 ans aujourd'hui. Voilà. Mais depuis que j'ai commencé, voilà, c'était un peu compliqué, mais voilà. Et aujourd'hui, vous êtes soutenu? Alors, on est soutenu par des investisseurs privés. J'ai levé plusieurs millions d'euros plusieurs fois. En fait, on sous-estime, j'ai sous-estimé, parce qu'en France, plus personne fait de hardware. Donc plus personne le comprend, donc plus personne le Hardware, ça respecte. veut dire quoi? Hardware, c'est du matériel. C'est un ordinateur, un smartphone, des écouteurs sans fil ou un casque. Et donc moi, je me suis lancé là-dedans sans trop savoir. Et je comprenais pas au début pourquoi personne le faisait. Mais maintenant, je peux vous dire pourquoi. Parce que c'est super compliqué. Et que si j'avais su à quel point c'était compliqué, je l'aurais pas fait. Voilà. Donc, non mais clairement. On sous-estime énormément le coût entre un prototype. Vous voyez beaucoup de petites startups qui émergent d'écoles, etc., qui font un petit produit pour, je sais pas, surveiller ses fraises connectées ou faire quelque chose. Et entre le prototype et en faire 40 000, c'est plusieurs millions d'euros et c'est une expertise qu'on n'a plus en France. Donc il faut aller chercher à l'étranger, chercher avec les bonnes personnes. Et ça, c'était un de mes très très gros challenges. Et en plus, c'était pendant le Covid, avec 2-3 guerres, avec la tension entre Taïwan et la Chine. Je me suis tout pris pleine face, c'était super. C'est une expérience que je regrette absolument pas d'avoir et que je conseille à quelqu'un, à n'importe qui d'ailleurs, si dans votre vie vous avez l'occasion de participer à un projet hardware, de voir ce que c'est, les chaînes d'assemblage en Asie, etc. Vous comprenez un peu mieux comment le monde tourne en fait. Tu disais oui, il y a en pleine tension entre Taïwan et la Chine parce que c'est à Taïwan que sont construits, que sont produits la majorité des hardware. Voilà, on a un bureau à Paris avec nos ingénieurs de conception, etc. Toutes nos machines-outils sur 2 étages de R&D. Et on a aussi un bureau à Taïwan qui gère la production. Donc j'ai des collègues là-bas. Je vais les voir d'ailleurs le 7 novembre. Je retourne là-bas justement pour la production. Et on essaie de ramener une partie de ça en France aussi. Justement, on a prouvé qu'on était capable de ramener la conception. Et là, on essaie de ramener aussi un peu d'assemblage. Tu disais à l'instant que tu as récemment levé plusieurs millions d'euros. Ouais. Comment ça se passe pour lever des fonds? Ça se passe mal. Ça se passe plutôt mal. Non, en fait, au début, pour lever des fonds, t'as pas beaucoup de choses à montrer, donc tu parles beaucoup, tu fais un peu une danse du ventre et tu essaies de convaincre des gens. Après, tu développes ton produit. Si tu réussis à passer certains steps, ça convainc des gens. Et puis à chaque fois, il manque des choses. Et j'ai écrit un papier de 6 pages sur pourquoi financer une boîte comme la mienne, c'est impossible en France et pourquoi aujourd'hui j'ai des investisseurs plutôt étrangers que français. Mais là, on est en train de relever de l'argent avec une banque qui s'appelle Morgan Stanley, ou sur un montant complètement différent. Et il y a une prise de conscience au niveau national avec Bercy et compagnie, où ça y est, on a été identifié, on va pouvoir lever de l'argent plus convenablement que les épreuves que j'ai dû passer les 2 dernières fois. Tu disais c'est pas des investisseurs français qui ont cru en toi au début, c'était quelle nationalité? Alors au tout début, c'est des investisseurs français, je tiens à dire, et je tiens à remercier ces braves gens, parce que j'avais vraiment rien à l'époque. Et donc ouais, j'ai vraiment été soutenu par ce qu'on appelle des business angels, donc c'est des gens, c'est des individuels, et en France on en a plus que ce que j'imaginais, mais c'est des gens qui ont généralement plus d'argent que le temps d'en dépenser, et qui rencontrent des jeunes, qui ont des idées, etc. Donc c'est des gens que j'ai convaincus au début. Et là sur ma dernière levée de fonds de mai, c'est des investisseurs américains, suisses et tchèques, et 0 français. C'est un peu la honte, voilà. Mais ça va changer. Voilà, après, voilà, ça va changer en février. Vous allez peut-être voir ça dans les informations. Et toi, tu es passé par Ethic, mais t'as pas eu besoin d'attendre le diplôme, c'est ce qu'on m'a dit. Non, mais je suis très content. Je suis très content d'avoir eu ce diplôme. Je suis très content d'être passé par Ethic. Sinon, j'aurais tout simplement fait autre chose. Ouais. Et en fait, quand je suis arrivé à Ethic, je venais d'un autre établissement avant. Et je me souviens très bien de là, les personnes qui parcourent les allées de ce salon, l'état d'esprit dans lequel on est quand on a cet âge. J'ai 28 ans, mais c'est pas si loin encore pour moi. Je me souviens très bien de à quel point on est perdu.
Et quand j'étais arrivé à Ethic, je me suis dit, bah ça y est, voilà, je vais faire des applications et des sites web toute ma vie. C'est ça. Je suis bon dans ça. J'ai des cours là-dedans, je me perfectionne et c'est ça que je vais faire toute ma vie. Et en fait, j'en ai plus jamais fait quelques mois après. Mais vraiment plus jamais. J'ai fait quelque chose de complètement différent. Et je regarde aussi certaines personnes dans mes promos ou les promos d'avant. C'est pas parce que vous rentrez avec une certaine idée en tête que vous allez sortir et faire exactement ça. Après, ça dépend du genre de personne que vous voulez devenir, mais voilà, moi, la mode à l'époque, c'était les applications web, etc. Et en fait, j'en ai jamais fait. T'avais fait quoi avant ? Avant, j'étais passé par une école d'ingénieur qui s'appelle Grenoble INP. Donc, j'avais fait des classes prépa, etc. C'était une autre ambiance que ce que j'ai pu voir à Ethic. Mais au final, c'est plus Ethic qui m'a donné cette liberté d'agir dans l'école et hors de l'école pour permettre de développer mon projet. Quel conseil tu donnerais ? Tu as un peu répondu, mais quel conseil tu donnerais à une jeune personne aujourd'hui qui se demande quoi faire ? Quelque chose que je vois que vous pouvez appliquer quand vous allez commencer en école, quelle que soit l'école dans laquelle vous allez commencer, ça peut être Haute Park, Ethic, tant pis pour vous. Mais moi, on me disait quand j'étais petit que la curiosité est un vilain défaut. Et ça, c'est des conneries, ça. Ça, c'est n'importe quoi. C'est complètement faux. Je pense que à partir du moment où vous restez curieux, ça vous empêche de vieillir. Voilà. Alors ça, vous y pensez pas tout de suite à 18 ans, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Faut pas arrêter d'être curieux et à l'école, continuer de faire des choses en dehors, de jamais arrêter d'apprendre. Donc l'école vous donne des outils pour apprendre, mais après la masse de travail, ça doit venir de vous et jamais s'arrêter. Donc juste dernier conseil, en dehors de l'école, allez à des conférences, faites des événements. Moi, ça a aussi participé à l'élargissement de ma compréhension de ce que je pouvais faire plus tard. Ton histoire, elle fait un peu rêver, la success story comme ça, à même pas 30 ans. Je me permets de te poser une question, tu n'es pas obligé de me répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es riche grâce à ton casque ? Est-ce que je suis riche ? Alors, je vais répondre très simplement. Si je travaillais pour l'argent, j'aurais jamais fait ça. Alors, ça ne veut pas dire que je ne suis pas riche, mais ça veut dire que quand j'ai commencé ma boîte, il y a beaucoup de sociétés qui sont venues pour me la racheter. Apple, Microsoft, Snapchat, TikTok, Xiaomi, Google. Tous les grands et les petits de ce monde sont venus dans le 19e arrondissement et quand ils se déplacent, c'est pas pour prendre un coca. Donc voilà, je travaille pas vraiment pour l'argent et je pense que si le succès est peut-être lié à ça. Et tu leur as dit non à tous ? Ah, je leur ai dit non à tous. Et je me souviens, les premières fois où j'ai dit non, mes parents m'ont pas parlé pendant une semaine quand même. Voilà. Et au final, voilà, ils regrettent pas du tout. Il y en a qui t'ont fait hésiter ? En fait, pas tellement. Pas tellement. En fait, tant que je pouvais continuer, il y a eu des moments où c'était très dur. La boîte, elle est passée plusieurs fois à 1000 balles près. On a failli être au tapis plusieurs fois. Et c'est là où j'ai douté, bien sûr. On est un peu fragile. On se dit, bah ouais, j'ai une porte de sortie chez Apple. Vas-y, c'est sympa. Ça fait bien dans les dîners après derrière. Mais au final, à chaque fois que j'ai dit non, une semaine après, je regrettais pas d'avoir dit non. Voilà. Parce que cette boîte, c'est un peu une série. Il se passe énormément de choses. Et je ferai. C'est très dur. Il y a des jours où je dis aux jeunes si j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver. Et il y a des jours où je dis faites surtout pas ça. Ouais. Voilà. Et là, je suis plutôt dans une dynamique vraiment tout le monde peut y arriver. Et vous laissez pas abattre ou pervertir par les Américains et les Chinois. Est-ce que tu vas recruter ? Oui, à partir de. Donc là, j'ai pas mal recruté en septembre et cet été. Maintenant, on est 25 à Paris, beaucoup d'ingénieurs. Ingénieurs en optique, mécanique, électronique, un peu de développeurs. Et je re-recrute énormément en février. Voilà, parce qu'il va se passer beaucoup de choses pour nous. Et donc voilà, donc on va probablement aussi prendre des stagiaires et tout un tas d'autres profils, mais voilà, ça se complique. Merci beaucoup. On va peut-être passer aux questions de la salle, s'il y en a. Tout d'abord, merci pour l'explication et bravo pour le parcours. La question sur le business model, c'est quand tu as commencé, tu savais que tu allais vendre ce produit. Ouais. Comment tu as fait pour extrapoler le prix, la partie coût de revient, le prix de vente, l'analyse du marché? Parce que comme tu le dis, quand on vend un casque à perte d'un côté et quand on vend un casque avec forcément un peu de marge,
Comment tu as pu trouver le sweet spot entre tout ça en fait? C'est beaucoup d'erreurs, c'est beaucoup d'essais et d'erreurs. Le prix, il a changé plusieurs fois. Il a changé plusieurs fois pour plein de raisons. On l'a fait évoluer, augmenter ou diminuer en fonction du prix, des matières premières, de tout ça. Et là, nous, on essaie d'avoir un... Enfin, j'ai essayé de proposer un prix le plus bas possible qui choquait pas les gens. Mais en fait, j'ai découvert qu'au-delà d'€1, les gens sont choqués, quoi qu'il arrive. Donc voilà, il faut mettre un prix un jour sur ce qu'on produit et ce qu'on achète. Pour être extrêmement transparent avec vous, mon casque, avant qu'il passe à la douane, il me coûte $650 à fabriquer. C'est énorme, c'est énormément d'argent. Surtout quand on en fait 40 000. Donc je vous laisse imaginer l'argent qu'il faut avancer. Et donc la version développeur, on la vend à $850. Donc on fait très peu de marge dessus. Et la version... Mais on fait de la marge quand même. Je ne vends pas à perte. J'ai pas les moyens. Et la version déployée en entreprise, elle commence à peu près à 1 200 €. Voilà. Donc c'est un peu plus cher qu'un iPhone 14, mais quand on regarde ce qu'il y a dans cette machine, je pense que le prix est justifié. Et quand je vois ce que ça permet de faire aux gens, au final, personne ne bronche vraiment sur le prix. Et donc hier, j'étais en Belgique, vendredi, et on a signé 1000 casques pour le marché de l'éducation en Belgique. Donc la Belgique, c'est petit, hein, c'est un petit pays, donc pour eux, 1000 casques, c'est au moins un dans toutes les écoles. Et donc, on commence à avoir des institutions qui n'hésitent pas à acheter ce genre de device, et j'ai pas eu de questions sur les prix à ce moment-là, quoi. Voilà. Je voudrais que tu reviennes sur... C'est quoi tes critères pour recruter quelqu'un, globalement? Ouais, alors... C'est quoi que tu regardes, quoi? En fait, si vous regardez ma société par rapport à mes concurrents, donc nous, on est 25. On est 25, et chez Apple, ils sont 3000 à bosser sur leur casque. Chez Facebook, ils sont 17 000. Donc en gros, grosso modo, pour chaque personne chez Lynx, il y a 1000 clones chez Facebook. Et donc, ce qui compte, nous, c'est d'avoir une équipe excellente et qui travaille ensemble. Donc c'est avoir un ingénieur optique qui peut travailler avec un ingénieur logiciel, et inversement. Et ça n'existe pas, en fait. Tout est très siloté dans les grosses boîtes. Et moi, mon premier critère, quand je fais les entretiens d'embauche, et je les fais tous, c'est de s'assurer que cette personne va bien s'insérer dans l'équipe. Donc c'est énormément humain. Les gens qui arrivent chez nous et qui arrivent au niveau de l'entretien d'embauche, la technique, c'est plus une question. On commence à attirer vraiment des gens absolument excellents. J'ai des CV du MIT qui arrivent, je ne sais même pas où les mettre. Mais c'est surtout comment... en fait, ma boîte, je la vois comme un équipage. Une entreprise, c'est un groupe de personnes. C'est tout. Donc il faut juste s'assurer que cette personne va pouvoir apporter et pouvoir s'insérer dans l'équipe et apporter quelque chose. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est vraiment aussi simple que ça. Je viens d'une école qui fait du développement logiciel, donc j'ai un peu cette expérience aussi. Et j'ai fait le casque, on a conçu le casque pour les développeurs de logiciels pour que ce soit très facile pour eux de venir d'un autre casque, le casque de Microsoft ou celui de Meta, et de faire une application en un clic ou deux sur notre plateforme. Donc on a vraiment pensé à ça. Et tous les jours, j'ai des gens qui viennent dans mon bureau, qui ont fait des applis sur ces autres casques, et on leur explique que c'est très facile, et on commence déjà à avoir des exemples de jeux vidéo pas mal avec de gros studios très qualitatifs. Pour revenir sur la question de Denis, il est parti, mais je vais compléter quelque chose. Pour vous dire à quel point j'essaie de créer une équipe qui avance dans le même sens. Tous les employés de Lynx sont actionnaires de la boîte. Tous. Alors, c'est pas le communistan, mais l'idée, c'est de dire du gars qui gère le secrétariat jusqu'au CEO, il faut que tout le monde ait la même motivation. Et donc, au bout de 6 mois dans l'entreprise, s'il essaie de transformer, je viens voir les personnes en leur faisant une proposition pour être actionnaire à titre gratuit de la société. Et je pense que c'est comme ça, en fait, qu'on avance. Et aujourd'hui, pour valider ça, on a un turnover. Donc le turnover, c'est le temps que les gens restent dans l'entreprise avant de démissionner ou partir pour des horizons meilleurs. Nous, on a un turnover de 0 depuis que j'ai créé ma boîte. C'est assez simple. Moi, le jour où quelqu'un va partir, je vais pleurer. Mais les gens restent, et j'ai des gens qui ont entre 55 et 24 ans. Et aujourd'hui, ça se passe vraiment très très bien. À quel moment tu t'es dit je vais devenir entrepreneur? Qu'est-ce qui a déclenché ça chez toi? Je crois que j'ai toujours eu ça. Et en fait, la malédiction quand tu deviens entrepreneur, c'est que le premier truc que tu dis, c'est que je vais pas travailler pour un vieux boomer. Je veux être mon propre boss. Ça commence comme ça.
Et donc tu travailles tout seul. Il y en a beaucoup d'étudiants d'ailleurs à éthique qui deviennent auto-entrepreneurs, qui font du freelance, etc. Et puis après, ton activité se développe, tu commences à avoir 1 ou 2 employés, puis de plus en plus, tu commences à faire des choix arbitraires, parce que c'est ton job, et tu deviens le connard pour qui tu voulais pas bosser au début. Voilà. Et donc tout l'exercice, il est là en fait, c'est de se souvenir de comment j'ai commencé et de pas perdre la boule et avoir un globe comme ça et de devenir la personne pour qui j'aurais jamais voulu bosser. Voilà. Donc là, normalement, si je me suis bien débrouillé, vous voyez ce que moi je vois actuellement en réalité virtuelle. Donc je suis dans le système solaire. Et ce qui est très très cool, c'est que le casque, il y a beaucoup d'intelligence artificielle embarquée. Et donc il scanne la pièce en 3D. Et là, vous comprenez que quand moi je me déplace, le système est fixe. Parce que j'ai des petites caméras, là, j'ai des petits capteurs qu'on a synchronisés et qui nous permettent de faire tout ça. Donc je vais redonner le micro et je vais parler très très fort. Donc là, là, ce que vous voyez, c'est vraiment ma vision, c'est ce que je vois dans mon œil gauche. Et donc, ça me permet en fait d'interagir. Et là, vous voyez que pour un étudiant en 3e, le phénomène de gravité, et quand je bouge le soleil, toutes les planètes commencent à avoir une orbite un peu différente. Et alors ce qui est très très cool avec ce casque, c'est pas fini. Il permet à l'utilisateur, donc à vous, de ne pas être en rupture avec le monde réel. Donc là, je peux poser le soleil ici, là. Et je sais que si je vais dans ce coin-là, il est toujours là-bas. Je peux le reprendre. Je peux vous le donner. Et donc ça, mesdames et messieurs, c'est la France. C'est français. Et donc, je vous vois là en périphérie de mon regard, donc j'ai pas de vertige. Et quand je suis en réalité augmentée, donc quand je vois l'extérieur, j'ai une continuité parfaite entre ma main réelle et ma main virtuelle, ce qui montre que l'ordinateur que j'ai sur la tête, déjà il voit les choses avant moi, parce que les choses passent par l'ordinateur, et il comprend mon corps. Donc l'interface, c'est plus un écran tactile, un clavier ou une souris, c'est moi. C'est mon enveloppe charnelle, c'est moi l'interface. Et donc vous pouvez imaginer, on peut cliquer sur des boutons, on peut faire plein de choses. Tout ce que vous connaissez en 2D, on peut le faire bien sûr. Et en plus, on a conçu le device pour être ergonomique. Donc on a mis la batterie à l'arrière pour la distribution du poids sur la tête. Et si vous voulez ne pas l'utiliser tout le temps, vous pouvez le relever comme ça. Voilà, donc ça c'est Lynx. Ça a été un peu une spin-off d'éthique. Les locaux sont dans le 19e, vous êtes les bienvenus pour l'essayer. Et là, on en produit plusieurs milliers. Vous allez en entendre parler, j'espère, dans les prochaines semaines, prochains mois. Voilà. Des images de médecine. Ah ouais. Je vais vous montrer des images de médecine. Alors, c'est quelque chose. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'on fait avec la PHP et en réalité augmentée, en réalité mixte. Donc, à quoi ça ressemble ? Je vais vous le montrer. Donc ça c'est comme la démo que je vous ai fait, c'est pas du fake. C'est donc là, donc moi je suis là, et donc on est au bloc opératoire de Bichat. Il faut imaginer que il se passe des choses de dingue. Et j'avance un peu la vidéo. Donc ça c'est le professeur Nataf. C'est un petit gars, c'est une chance qu'on ait ce mec là en France. C'est l'homme qui fait le plus d'opérations à cœur ouvert au monde. Il sauve 800 personnes par an. Il fait 800 opérations par an. C'est-à-dire que 800 fois par an, il voit le cœur de quelqu'un et pendant 40 minutes, il l'arrête, il l'opère et il le sauve. Et donc là, ça c'est moi qui est en train de faire du cosplay de chirurgie et je suis en train de montrer au bloc opératoire de Bichat comment ils peuvent s'entraîner à repérer par exemple dans un cœur où est la tumeur basée sur les scans 3D. Et donc là, vous voyez toute l'interface qu'on a développée. Donc c'est assez pionnier, c'est comment on fait une interface basée sur les mains où on peut mettre l'organe virtuel sur un faux mannequin pour que la veille de l'opération, le chirurgien puisse s'entraîner sans charcuter 140 cochons sur le malade qu'il va avoir demain. Et donc ce qui est aussi impressionnant quand vous allez dans un bloc opératoire, c'est qu'il y a énormément de technologies et d'écrans autour du chirurgien,
Mais au final, là où il n'y a pas de technologie, c'est au centre de la pièce. C'est le geste d'un homme sur un autre. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est dire, mais attends, il n'y a pas de technologie, ou elle n'est pas assez développée parce qu'ils ont tout un tas d'écrans. Mais là, avec un casque comme ça, vous voyez, au lieu d'avoir l'image radio en 2D sur un écran, il peut prendre l'image radio et la superposer directement pour perdre encore moins de temps. Donc il n'y a plus du tout d'écran dans la pièce, parce que tout l'écran il est en hologramme autour de lui, autour de son plan de travail, qui est un saladier dans lequel il y a le cœur. Et donc voilà, ça c'est des travaux qu'on fait avec la PHP. Voilà, j'ai plein d'autres vidéos que je pourrais vous montrer pendant des heures, mais c'est pas l'objet aujourd'hui. En tout cas, merci pour votre temps. Non, les militaires, je peux pas montrer les vidéos. Non, je peux pas, je peux vraiment pas, je vais me faire engueuler. Ouais. Il y a des drones là au-dessus de la porte de Champrey. Non. Mais voilà, c'est très réel tout ça, et ça vous montre que voilà, il y a un projet étudiant, il peut avoir un impact dans la vraie vie derrière. Il faut pas avoir peur. Ouais, non, je peux pas répondre à toutes ces questions. Ah ouais, bah en fait les drones, j'ai un ami qui a une société de drones aux États-Unis pour l'armée américaine, et on a des projets ensemble. Ouais. En France, pas tellement. L'armée française, c'est comme l'éducation nationale, hein, les budgets, c'est compliqué. Hein. Il y a le cinéma, donc là, il y a le ministère de la Culture qui va lancer quelque chose avec nous bientôt autour des technologies immersives. Vous imaginez bien que dans les musées ou dans les sites archéologiques détruits ou qui commencent à perdre et à s'effriter, pouvoir les faire revivre en réalité augmentée, c'est fantastique. Voilà. Voilà, je peux pas en dire plus non plus, mais vous allez voir, 2023, ça va être fou. Merci beaucoup en tout cas.